thème de ce panel est financer la souveraineté énergétique et l'industrialisation du Bénin. Mécanismes innovants, modèles structurants et mobilisation rapide des capitaux. Ceci dit, avant de passer la parole à l'expert, je voudrais quand même saluer les participants pour l'assiduité, avec la patience avec laquelle ils participent à cette réunion du donner et du se recevoir. Saluer les experts qui ont développé les thèmes spécifiques depuis le matin et saluer les initiateurs de ce masterclass parce qu'ils font œuvre utile. En ce sens qu'en conviant les sachants du secteur à contribuer à la résolution des problèmes énergétiques qui entravent le développement économique et social du Bénin. Sans financement, la souveraineté est un vœu pieux. Avant de passer la parole à l'expert, je voudrais aussi me permettre de rappeler ce qui suit. Les capitaux, les investisseurs et les intrants existent. L'enjeu et les structures et la structuration, la bancabilité, la coordination et la rapidité de mobilisation. Le guichet unique des investissements énergétiques n'est-il pas indispensable pour pouvoir faire face à toutes ces difficultés? Monsieur l'expert, ceci dit, je vous passe la parole. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Ok, merci. Je crois que je vais juste me mettre un peu dans la peau du professeur Ononkou, Albert, qui a bien voulu s'exercer sur le thème. Il était en duo avec le directeur général du financement du développement au Bénin, qui était la personne ressource vraiment pour nous aider à avancer sur le sujet. Mais à la dernière minute, il a été pris. Et je voudrais aussi saluer la directrice générale de la Caisse des dépôts et de consignation qui a bien voulu être là, mais qui également est en mission, en déplacement, mais qui a tout fait pour que Madame Areta, responsable à la direction générale de la Caisse des dépôts et de consignation, soit là pour la représenter. Et je voudrais, avec votre permission, demander qu'on l'applaudisse. Merci beaucoup. Donc, financer la souveraineté énergétique et l'industrialisation au Bénin. Quel mécanisme innovant, modèle structurant et mobilisation rapide des capitaux. Je vais m'appesantir à faire un rappel important sur ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Des indicateurs qui parlent d'eux-mêmes sur la gouvernance sur les 10 dernières années. Nous avons fait une transition de la croissance du PIB qui est passée de 1,8% en 2015 à 8% en 2025. Le budget national a été multiplié par 3. On est passé de 2015 de 1200, aujourd'hui à plus de 3500 milliards de francs CFA. Les recettes publiques également tirées de la fiscalité, de la douane, de tout ce qu'on en sait, sont passées de 746 milliards à 2258 milliards de francs CFA. Un taux d'endettement de 53,2% qui est vraiment en dessous du plafond fixé dans la zone UEMOA, qui est de 70%. Et le Bénin a été très apprécié par les agences internationales de notation sur sa performance financière en termes de gouvernance. Donc, cela augure de perspectives stables. Et nous avons comme preuve des 3 émissions sur les marchés internationaux qui chacun ont apporté 500 millions de 500 milliards, non, oui c'est ça, oui, d'euros bons, 500 millions d'euros bons
eurobonds, 700 millions d'eurobonds également pour le financement ODD et 500 millions tout dernièrement pour le financement Soukouk. Aujourd'hui, notre référence, c'est le programme présidentiel de société du duo Ouattara Intalata et les priorités de financement qui y sont inscrites. Aujourd'hui, en termes d'acquis, je vais aller très rapidement. On a dit tout à l'heure environ 200 MW, donc 215 MW de production nationale. 2015. On était à 0. Accès à l'électricité, tous ces chiffres, avec 633 localités électrifiées contre 125 qui étaient électrifiées en 2015. Ceci, c'est des acquis qui démontrent un peu comment les résultats de la gouvernance des 10 dernières années se positionnent. Les besoins, aujourd'hui, dans le programme de société, il est bien identifié que le président élu s'est engagé à compléter, c'est-à-dire à incrémenter de 100 MW la capacité du Bénin tous les 2 ans. Pour cela, il veut réaliser Dogo bis 128 MW et les centrales PV. Le FSRU, on n'en a plus. Le gazoduc Bénin-Nigeria est adressé également. Je disais tantôt que cela fait que nous avons plus de 1500 milliards de francs CFA à investir au plan énergétique sur l'horizon 2026-2033. Ça, c'est les chiffres qui sont dans le programme de société que nous avons étudié. Dogo bis, puisqu'on voulait avoir vraiment des chiffres sur ces projets-là, Dogo bis, 128 MW, aujourd'hui, l'estimation donne environ 350 ou 450 milliards de francs CFA pour l'hydroélectrique. Pareil, quand on prend les 4 centrales PV de MCA et qui seront construites, également, on a une estimation. Pour le FSRU, on a parlé tantôt de l'unité flottante de stockage du gaz. Nous sommes entre 200 milliards et 280 milliards. Pour le gazoduc, entre 150 et 250. En termes d'acquis, la GDZ aujourd'hui emploie plus de 20 000 personnes, 20 000 emplois directs. En termes d'industrialisation, Semekoji de 4 est passé à 19 unités industrielles, ce qui est déjà un acquis. Environ plus de 225 milliards de francs CFA ont été apportés par des investisseurs privés dans le cadre de ces industries-là. Et enfin, le Bénin vient de construire environ près de 35 marchés modernes qui vont être opérationnels dans les jours ou semaines ou mois à venir. Ça, c'est les acquis. Dans le programme de société 2026-2033, il est dit très clairement que le prochain gouvernement s'attellera à réaliser une industrie structurante par pôle territorial. Donc, Bogo Alibori aura pour lui, Ouémé Plateau aura pour lui, l'Atlantique, littoral, etc., etc., Monokofo, etc. Les unités de transformation à façon de CIPOL, ces unités de transformation à façon de CIPOL, c'est des unités de transformation qui eux-mêmes vont réaliser les pièces de rechange sur place pour permettre à ces industries de continuer à tourner. Et on a adossé à ces unités de transformation les écoles de métiers, donc pour pouvoir mettre l'accent sur la formation professionnelle et délivrer vraiment les techniciens, les ingénieurs de métiers qui vont supporter derrière ces transformations qui vont venir. Ensuite, la zone économique transfrontalière Bénin-Nigeria, il y a été identifié une zone économique, à l'instar des autres zones économiques sociales, et très proche, à positionner très proche du Nigeria, je crois que c'est autour de Kétou, on va revenir dessus, mais cette zone économique va drainer des devises et va drainer des échanges entre le Bénin et le Nigeria. Et pour enfin plus de 1000 milliards de francs CFA à investir rien que dans l'industriel sur 2026-2033. Et lorsqu'on fait les investissements planifiés ou projetés, pour dire simplement projetés,
entre 2026 et 2033, pour l'énergie plus l'industrie, nous sommes en moyenne à quelque chose autour de 2500 milliards de francs CFA qui seront injectés dans ces deux secteurs combinés-là. Et comme vous pouvez le constater, le budget national à lui seul ne peut pas couvrir cette planification, cette projection-là. Parce qu'après ça, il y a d'autres investissements au plan social, économique, au plan santé, éducation, tout ça là, qui vont également avoir des impacts sur le projet de société, sur le bien-être béninois. Voilà. Alors, pour cela, en cherchant les mécanismes innovants de soutien à la mise en œuvre de ce programme, qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu dans le programme de ce programme présidentiel société, la création d'un fonds national d'investissement stratégique. Ce fonds-là, c'est de l'ordre de 200 milliards de francs CFA dès la première année, jusqu'à 1500 milliards de francs CFA en 2023, à terme. Et que ce fonds sera alimenté par les ressources naturelles, les dividendes des sociétés publiques et le cofinancement des partenaires. Un fonds de développement industriel sera créé, c'est dans le document, et donc pour des champions nationaux de transformation locale. On aura les unités industrielles, l'agro-industrie, et la création des 6 pôles dont on a parlé tantôt, et la fusion également et le regroupement des groupes stratégiques. Il a parlé tantôt également, lors du lancement de cette campagne présidentielle, dans ce document, de la création d'une plateforme d'inclusion financière. L'idée pour le futur chef de l'État, c'est d'incrémenter un crédit digital pour que nos femmes, nos communautés, nos sœurs, la petite économie et tous ceux qui vont solliciter cette tranche de microcrédit puissent avoir la possibilité d'être immédiatement servis en moins de 48 heures. Donc ça reste un challenge. Donc cette plateforme d'inclusion financière aura pour objectif de satisfaire tous ces demandeurs entre 50 000 francs CFA et 50 millions de francs CFA. Donc ceci est un canal de mobilisation de l'épargne nationale au service des projets structurants. Pour cela, quels sont les instruments de marché innovants sur lesquels le Bénin peut compter? Eurobond, ODD, Sukuk, 3 émissions qui ont été obtenues en 6 ans, rien qu'en 6 ans. Nous avons la diversification des investisseurs qu'il faut chercher à intégrer, Green Bond et Blue Bond, qui sont d'autres formes d'investissement de financement à expérimenter. Alors, quels sont les modèles structurants qu'il faut de financement auxquels vraiment PCC et ses experts, donc dans les experts qui ont préparé vraiment cette masterclass, ils projettent que, il faut aller vers des IPP plus la garantie souveraine. Cela va s'activer à travers des centrales dont on a parlé tantôt en BOT, en BO ou avec des Power Purchase Agreements sur 20-25 ans. Le FSRU également, les centrales PV de Gobis, qui sont des candidats naturels de cela. Et puis, on a parlé des agences de notation qui nous ont donné une moyenne de notation vraiment attractive sur le marché international. Le 2, il faut également que la prochaine gouvernance puisse mettre également le curseur sur les zones économiques à fiscalité incitative. Donc, il y a un certain nombre de mesures fiscales qu'il faut mettre en place pour pouvoir soutenir les investissements, l'attractivité, pour aller capter ces financements et amener les investisseurs également effectivement à se positionner. Le modèle GDIZ sera étendu et pour plus de 225 milliards de francs CFA. Et les investissements directs étrangers seront attirés, les IDE, et l'extension également de 1 à 640, l'extension de la plateforme industrielle de Gold-Jigbe sur toute sa superficie, environ 1640 hectares. Et il est prévu, comme je le disais, la nouvelle zone économique, zone franche économique, entre le Bénin et le Nigeria, à Kétou. Troisièmement, il est également prévu dans ce document un mécanisme de financement à partir des fonds souverains et à effet de levier. Ça, c'est
des appels de fonds qui vont être programmés. Et quand ce sera lancé, généralement, par expérience, un franc public peut apporter 3 à 5 francs mobilisés. Donc ça, c'est des indicateurs pour mobiliser tous ceux qui veulent vraiment participer au fonds souverain. 200 milliards peut donner par effet de levier environ 600 à 1000 milliards de capitaux dès le démarrage. Ça, c'est des pistes qui sont proposées pour la mobilisation. Nous avons également, au point 4, la diaspora bond. Bon, nous, on l'a appelé la diaspora bond, plus l'épargne populaire. Donc, on estime qu'on peut aussi capter une participation active en termes de financement de la diaspora béninoise et tout ça là, beaucoup de Béninois qui sont à l'étranger qui sont prêts à investir à travers des obligations simplement à partir de 10 000 francs CFA. Et il y a le réseau à la FIA qui fait déjà 54 milliards qui est en cours et la diaspora énergie bond en euros et en CFA va venir soutenir tout ça. Alors, comment mobiliser rapidement ces capitaux? Nous proposons ici une mobilisation via une stratégie multiniveau. Au plan national, voilà sur 0 à 18 mois, on est capable de lancer le Fonds national d'investissement stratégique environ 200 milliards. Pour atteindre ce financement, les contributeurs seront essentiellement la caisse de dépôt et de conciliation, les recettes fiscales digitalisées et l'épargne intérieure via l'inclusion financière. Au plan, et ça peut se faire sur une durée de 18 mois. Au plan régional, on peut prévoir environ entre 6 et 24 mois pour pouvoir associer la BOAD, la BIDC, les marchés obligatoires de l'UEMOA et le partenariat sud-sud, notamment les pays du Golfe et le Nigeria associés à cette mobilisation de capitaux. Au plan international, sur 12 à 36 mois, il est capable de mobiliser la Banque mondiale, la BAD et tout ce qu'on connaît et comme société internationale financière. Et les fonds climat également peuvent participer et les autres fonds auxquels on est habitué, Blue Bond, et Sukuk, IDE via les IPP et les autres spéciales. Alors, un exercice a été fait pour essayer de projeter un plan de financement pour le volet énergie. Quand on prend Dogo Bis, pour les 128 MW, l'estimation moyenne est autour de 400 milliards. Nous proposons au PCC que sur ces 400 milliards, que environ 120 milliards soient apportés par le privé à travers les IPP. Et que les fonds nationaux, notamment le Fonds national stratégique, puissent y contribuer environ 80 milliards. Les multilatéraux dont on a parlé tantôt, 160 milliards, et le marché climat, qui a une opportunité à explorer, environ 40 milliards. Et tout cela peut se faire entre 2027 et 2031. Pareil pour les centrales PV de 200 MW, FSRU, pareil, gazoduc Bénin-Nigeria, pareil. Et surtout, il faut nourrir également le plan d'accès à l'électricité pour continuer la densification de l'électricité pour 250 milliards répartis comme à l'horizon 2033. L'extension de Glodjigbe a été estimée environ à 350 milliards avec cette répartition également, un plan de répartition pour aller à la réalisation à l'horizon 2033. Donc, le curseur financier sur 2033 va nous amener environ, pour ce volet énergie, à 1580 milliards de francs CFA investis et avec ce plan de répartition. Après l'énergie, scrutons un peu la projection, le plan de financement pour le côté industriel. Côté industriel, également, même structure telle que je l'ai dit tantôt, et en l'avant-dernière position, pour ne pas dire, je vais aller directement sur, par exemple, la zone transfrontalière Bénin-Nigeria, 175 milliards de francs CFA, horizon 2031. Les fonds d'amorçage technologique,
Donc, quelqu'un a parlé tantôt comment on a su que la technologie et les transformations technologiques à venir sont reliées à ces évolutions-là. 65 milliards sont prévus pour soutenir ces transformations technologiques, donc les nouvelles technologies qui seront déployées dans ce cadre. Digitalisation, tout ce qu'on a vu. Les ateliers d'excellence et l'artisanat sont prévus également dans cette rubrique-là. Donc, il y a des ateliers vraiment de façon productives qui seront créées et qui vont soutenir l'industrialisation derrière. Pour rien du tout, qu'on ne soit pas obligé tout le temps d'aller faire recours aux compétences étrangères pour nous soutenir. Il est prévu également, comme je le disais tantôt, des écoles-usines et des hubs pour s'adosser vraiment à ce plan d'investissement. Et au total, le curseur sera mis là sur environ une estimation de 920 milliards de francs CFA et répartis comme tel. Alors, donc, la répartition des 2500 milliards peut, entre secteur privé, fonds national, multilatéral, marché et climat, et diaspora et tout, et peut se visualiser là. On a environ 43% pour le secteur privé, 20% pour les fonds souverains, 17% multilatéral et enfin 20% sur le marché climat. Les facteurs critiques de succès. Pour y arriver, il faut une bonne gouvernance du fonds. Et les critères pour qu'on puisse avoir cette gouvernance, il est important qu'il soit axé sur la dépendance, l'indépendance, j'allais dire, la transparence et l'auditabilité du Fonds national d'investissement stratégique. La stabilité réglementaire également au niveau du code des investissements, la loi sur la donnée, la loi cadre sur l'innovation, la vision à long terme, ces instruments doivent être en adéquation. Au plan énergie primaire sécurisée, on a parlé de gazoduc, FSU, c'est une condition sine qua non. Il faut avoir le gaz. Il faut que cette unité flottante de stockage du gaz devienne une réalité. Et pour qu'on ait vraiment une certaine compétitivité au niveau du tarif industriel et une certaine stabilité. Au point 4, on parle de la montée en compétences. Pour soutenir tout ce plan, nous proposons également qu'il y ait une école de l'énergie. On parlait généralement au niveau de PCC des écoles des métiers de l'énergie. Parce que là, il y a vraiment à faire. Parce que quand on prend ce domaine, vous allez retrouver des économistes, vous allez retrouver des planificateurs, vous allez retrouver des gestionnaires, vous allez retrouver des juristes. Et généralement, quand on parle d'énergie, on ne voit que l'ingénieur électricien, on ne voit que l'électromécanicien et aujourd'hui des digitalistes. Non, il y a toutes les autres composantes disciplinaires interviennent, soit pour pouvoir élaborer, rédiger les contrats, les sécuriser et protéger le pays, protéger les investissements. Il y a également les économistes qui regardent le modèle financier, la rentabilité des montages et ont des avis à donner. Il y a les fiscalistes qui regardent les mesures, qui accompagnent et comment respecter les cadres réglementaires. Donc tout ça là, il est important de préparer cet arsenal pour pouvoir, soutenir les transformations à venir. Et donc dans ça, l'école de l'énergie, on revient dessus, CMS-City, et avec tout le plan qui est adossé aux transformations prochaines à venir, il y a l'équivalent de ce que les gens appellent la Silicon Valley, et qu'on veut en miniature, qu'on veut que le programme présidentiel de société 2026-2033 a prévu à réaliser à Ouida. Donc, tous ces éléments-là vont générer de nouveaux talents et pour pouvoir exploiter toute cette batterie industrielle et d'innovation. Au point 5, nous avons la coordination territoriale. Il est prévu la création de la réorganisation en pôles de développement économique territoriaux. Et là, on imagine que cela va se faire à travers des agences régionales de développement. Et pour pouvoir quand même assurer la cohérence entre les investissements à l'intérieur de chaque pôle. Et nous proposons, au point 6, conditions de succès, une discipline budgétaire. Et ça, ils sont habitués, mais on insiste simplement pour que les ratios soient respectés, que nous ne puissions pas toucher les plafonds d'endettement et préserver le financement privé comme un levier. La souveraineté, alors, se conquiert aussi par la rapidité. Et par rapport à ça, le programme Ouada Intalata propose une architecture qui rompt avec la dépendance à l'aide internationale.
Vous allez voir que depuis ces 10 dernières années, le combat du président Patrice Talon, c'est d'arracher le Bénin progressivement de sa dépendance de l'aide internationale et de l'aider à renforcer sa souveraineté à travers une marche progressive. Et donc, ce qui est prévu ici, dans le programme de société, on a découvert que l'histoire de l'initiative des fonds souverains, la vision projetée à travers les fonds souverains à effet de levier, et elle s'inscrit dans cette dynamique. Les instruments de marché innovants, Souko Green Bond, dont on a parlé tantôt, s'inscrivent dans cette dynamique, parce que par leur principe de fonctionnement, ils nécessitent que vous apportez votre contribution, et c'est le travail que vous faites, l'investissement que vous faites qui génère la suite. Partenariat public-privé ciblé, mobilisation de l'épargne nationale et diasporique pour renforcer certainement cette souveraineté énergétique par une souveraineté financière. Et voilà, nous arrivons au thème de cette présentation et je vous remercie, monsieur. Merci, Dr. Akles Sato, pour cette présentation. Je vais essayer de faire une synthèse assez brève de tout ce qui a été dit. Donc, globalement, dans une première partie, vous avez rappelé les acquis des 10 dernières années, notamment en termes de croissance économique. Nous avons vu la croissance du PIB, du budget national, des recettes publiques. Ensuite, vous avez également présenté les différentes réalisations dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Je vais citer entre autres la croissance du parc de production d'énergie au Bénin et également les différentes, la zone industrielle de Glojigbe qui a été créée et opérationnalisée. En termes de défis pour le prochain mandat, inscrit dans le programme présidentiel, nous pouvons identifier globalement 2500 milliards de financement à investir dans ces deux secteurs, l'industrie et l'énergie. Et sur des actions cibles, donc des projets ont déjà été identifiés. Je vais citer dans le secteur de l'énergie, Togobis, le FRSU, le gazoduc par exemple. Et dans le secteur de l'industrie, le projet phare de la zone industrielle de Kétou. En termes d'axes, pour pouvoir réaliser ces différentes ambitions, il y a 2 fonds qui ont été spécifiquement inscrits dans le programme d'action, le fonds souverain pour le fonds souverain pour les investissements stratégiques et un fonds de développement industriel qui permettront de faire un effet levier pour la mobilisation de ressources. Il y a également une grande attention portée sur les instruments de marché innovants qui ont déjà été utilisés par le passé et qui vont se poursuivre. En termes de mécanismes de financement et de structuration de ces investissements, le panéliste a préconisé la mise en place d'IPP structurants pour pouvoir mobiliser des capitaux privés, la mise en place de zones économiques à fiscalité attractive, les fonds souverains et la mobilisation de financement auprès de la diaspora. Un plan d'action a été présenté sur les 24, on va dire les 36 prochains mois pour pouvoir mobiliser des ressources au plan national, donc CDC, recettes publiques, au plan régional auprès des banques de développement régionales et enfin au plan international, à savoir la Banque mondiale et les obligations diverses. Un plan de financement a été également présenté pour montrer comment on pourrait répartir la mobilisation de ressources entre les différentes sources identifiées. Donc, il y a le secteur privé qui pourrait contribuer, les fonds souverains, les fonds régionaux et les obligations de marché. Enfin, le panéliste a présenté quelles sont les actions
primordiales à mettre en place pour garantir les ambitions qui ont été visualisées. Donc, il s'agit notamment de la bonne gouvernance des fonds, d'une stabilité du cadre réglementaire, la sécurisation de l'énergie primaire, la montée en compétences par la création d'écoles, une coordination territoriale entre divers pôles et une discipline budgétaire à mettre en place. Et le mot d'ordre phare, c'est de vraiment sortir de la dépendance aux aides internationales par la mobilisation de fonds locaux, de fonds internes, mais également de faire preuve d'ingénierie financière pour pouvoir mobiliser des instruments de marché régionaux et internationaux. Voilà ce qu'on pouvait retenir de votre présentation, M. Aklasato. Bon, je crois que Madame a vraiment été exhaustive. Elle a pu faire une bonne synthèse de la présentation de M. Aklasato. Moi, je voudrais remercier M. Aklasato pour la qualité de la présentation, bien que ce ne soit pas lui qui ait rédigé la présentation. Il a su focaliser l'attention sur les grandes lignes de ces réalisations et des projections qui sont faites. Et surtout, l'accent mis sur le point critique de succès. Et c'est très important d'avoir mettre l'accent sur les facteurs critiques de succès de ce financement. Je crois que pour ne pas perdre plus de temps, on va laisser la parole aux participants pour les contributions et les questions éventuelles. Merci. Avant d'ouvrir le débat, s'il vous plaît, on va suivre la traduction en anglais, Dr. Morgan. Très rapidement. Thank you. The presentation was all about funding energy sovereignty. The speaker presented a comparative analysis of key indicators that is available in the document. He stressed on key aspects that must be taken into consideration when it comes to comparing how well Benin has done in terms of development. He also referred to the action plan. Then he highlighted the need to build a structural industry that exists in the action plan. And those industries should be built in every single zone that has been identified, and we have 6 of them. It is important in the process to also look at national strategic investment funds. This is what is planned. Taking into consideration digital credit, diversification of partners, and definitely attractive tax and custom strategy. Call for funding appears to be one of the strategies, and also the diaspora's contribution in terms of financing is one of the strategies. He believes as well that multi-level strategy for fundraising needs to be taken into consideration. He structured the intervention when it comes to national-wide speaking. Within the 1st to the 8 months, there should be a regional board, a regional fund that should be established and help in achieving the various objectives. He spoke about clear funding blueprint that should be established and taking into consideration energy and industry. When it comes to energy, the blueprints take into consideration about 63% of the need in energy. When it comes to industry, the blueprint takes into consideration about 37%. In the overall perspective, 43% goes to the private sector, and governance, basic energy security, territorial competence, sovereignty funds, and public and private sector cooperation are all elements to be taken
into consideration in order to have a successful blueprint achievement? Thank you. Merci, Dr. Morgan, pour cette traduction. Nous allons peut-être prendre une ou deux questions rapidement, s'il y en a. Une ou deux questions. On va commencer par la gauche. Je laisse le modérateur gérer. Ok. Autre intervenant? Bon, nous allons passer de ce côté. Bon, l'appétit venant en mangeant, nous allons laisser la parole à Mme Morala, de prendre la parole pour... Merci beaucoup. Je voudrais remercier le panéliste pour les éléments partagés, très intéressants. En tant qu'actrice privée, la problématique que nous rencontrons souvent n'est pas la question de la mobilisation des fonds, mais beaucoup plus de l'accessibilité ou de la capacité à aller décrocher le fonds. Donc aujourd'hui, quelles sont les dispositions ou mécanismes réglementaires qui seront inclus dans la capacité de financement à faciliter l'accès au secteur privé? C'est bien mis que le secteur privé a une part à 43%, mais derrière cela, qu'est-ce qui va réellement faciliter la mise en œuvre? Donc, si ce n'est pas prévu, je recommanderais quand même que cela soit étudié pour qu'on puisse être sûr que les PME aujourd'hui existants auront la facilité de réduire les pertes et d'aller capter vraiment le financement qui existe déjà. Merci beaucoup. Merci. Autre intervenant, pour le moment, on n'en a pas. Hein? Donc, c'est bon. Je crois que Mme Alakassa a répondu elle-même. Hein. Elle a dit que cette question, c'est une contribution à prendre en compte pour pouvoir intégrer vraiment les mesures, les facilités d'accès au financement dans ce processus-là. Mais je vais laisser Mme Marita, certainement qu'elle a quelque chose de plus concret à compléter. Je vais peut-être également donner juste quelques éléments qui étaient inclus dans les cadres réglementaires, mais qui restent à creuser, à parfaire pour vraiment permettre aux PME d'aller vers le financement. Donc, il y a tout ce qui est test du secteur de l'électricité et les modes de contractualisation avec les privés qui prévoient quand même un certain nombre de collatéraux pour leur permettre d'aller négocier les financements auprès des investisseurs. Donc, il y a intérêt à explorer cet aspect-là. Et également, moi, je dirais, ce qui, de mon point de vue investisseur, ce qui empêche vraiment la mobilisation de capitaux, c'est vraiment la maturité des projets. Et pour ça, ma grande préconisation serait peut-être de mettre en place des fonds spéciaux qui permettraient aux PME de pouvoir finaliser toutes les études nécessaires pour qu'un investisseur qui regarde un projet puisse être totalement rassuré que s'il met du financement sur ce projet, il est sûr de récupérer son investissement au bout d'un certain nombre d'années avec un certain rendement. Donc voilà, ma préconisation serait un fonds de préparation de projet. Merci. Ok, donc nous avons fait le tour. Hein. Donc je voudrais remercier les uns les autres pour leur participation à ce panel. Et apparemment, la présentation de M. Akassator a convaincu plus d'un. C'est pourquoi on n'a pas eu beaucoup de questions. Je crois qu'on vous remercie. Donc, merci également à vous, monsieur le modérateur, madame la modératrice, merci de les accompagner, comme vous savez, c'est bien le faire. Le panéliste, docteur Akassator, merci. Madame Areta Sacramento, monsieur Raoufou Badarou.
Merci à toutes et à tous pour vos différentes contributions, vos analyses, vos réflexions profondes.